Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. La Silicon Valley se fâche contre le décret anti-immigration de Donald Trump. Comment contourner l'interdiction d'entrer sur le territoire américain? Vous le verrez, il y a des applications pour ça. Le numérique joue au contre-pouvoir cette semaine dans Tech24. Les technologies éducatives mises sur le pair à pair. Les startups pullulent sur ce créneau. Comment le peer-to-peer change l'éducation? On en parle dans un instant. Mais d'abord, le torchon brûle entre Donald Trump et la Silicon Valley. Les patrons stars du numérique montent au front pour dénoncer l'arrêté anti-immigration du 45e président des États-Unis. Retour sur une semaine de passe d'armes digitales. La Silicon Valley en état de choc à la suite du décret de Donald Trump sur l'immigration. Les ressortissants de 7 pays sont interdits d'entrer sur le sol américain. Un bannissement qui fait réagir les géants du net. Nous ne soutenons pas cette politique. Apple n'aurait jamais existé sans immigration. Une allusion sans doute au cofondateur de l'entreprise, Steve Jobs, fils d'immigrés syriens. Le PDG de Netflix, Reed Hastings, a lui qualifié la décision du président de non américaine. Quant à Mark Zuckerberg, il rappelle clairement ses origines et celles de sa femme. Mes arrière-grands-parents venaient d'Allemagne, d'Autriche et de Pologne. Les parents de Priscilla étaient des réfugiés de Chine et du Vietnam. Les États-Unis sont une nation d'immigrants et nous devrions en être fiers. Comme beaucoup d'entre vous, je suis inquiet des récents décrets signés par le président Trump. Son entreprise est directement touchée, comme d'autres géants de la Silicon Valley. Plus de 200 employés de Microsoft et Google sont déjà visés par le décret sur l'immigration et des centaines d'autres experts informatiques pourraient aussi être menacés. L'industrie californienne recrute les meilleurs ingénieurs du monde grâce à un visa spécial, le H-1B, un visa que Donald Trump pourrait bientôt remettre en question. Plusieurs patrons du net espèrent se faire entendre auprès du président pour le bon fonctionnement du secteur. Le PDG d'Uber, Travis Kalanick, qui avait rejoint le conseil économique de la Maison-Blanche, a dû quitter ses fonctions devant la vague de colère des abonnés et des internautes. Et retour en plateau pour aller plus loin avec vous, Guillaume Gralet. Vous avez notamment beaucoup travaillé sur ces relations, cette passe d'armes entre la Silicon Valley et Donald Trump cette semaine pour le magazine Le Point. Est-ce que nous, à notre stade, en tant que citoyens armés d'un smartphone, on peut lutter contre ce décret anti-immigration? Oui, en fait, les géants de la high-tech ont beaucoup d'imagination et ils nous aident, nous, citoyens, à pouvoir résister si on a envie de le faire. Airbnb, par exemple, a offert plusieurs nuitées aux personnes qui auraient du mal à rentrer sur le sol américain. Viber, un autre géant de la high-tech, offre des appels gratuits vers les 7 pays qui sont un peu visés par cette nouvelle loi américaine, des appels gratuits vers l'Iran ou la Syrie notamment. Et puis, on voit se dessiner une alliance quasiment improbable. On voit autour de la table Google, Apple, Facebook et Microsoft avoir envie de signer une lettre de protestation à Donald Trump. C'est Recode qui sort l'info et c'est quand même une alliance entre ennemis dans le business. Alors, ce poids politique du coup des GAFA et la façon de se serrer les coudes dans un moment un peu plus compliqué pour eux, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, on observe notamment que la Silicon Valley regarde de plus en plus vers le Canada, ce qui ne lui était pas arrivé depuis bien longtemps. Ça, on le doit aussi à finalement une politique un peu plus ouverte de la part de Justin Trudeau. Oui, en fait, il y a certaines villes qui ont beaucoup d'ambition high-tech qui se réveillent. C'est le cas notamment de Vancouver. Vancouver, vous savez, c'est le même fuseau horaire que San Francisco. C'est seulement à 2h20 en avion. Et puis, ça a une qualité de vie très originale, très attractive. Et Vancouver essaye vraiment de draguer les talents, ceux qu'on appelle les visas H-1B. Hein. C'est à peu près 65 000 personnes par an. Et ces 65 000 personnes, eh bien, ils pourraient atterrir au Canada. Ouais. Et je vous avais promis qu'on reparlerait du poids politique des GAFA. Cette fois-ci, on tourne nos regards du côté du Danemark, puisque le pays a bien compris que c'était un des enjeux et un des nouveaux terrains de bataille. Oui, ce poids politique, le ministre danois des Affaires étrangères, Anders Samuelsson, l'a vraiment bien compris. C'est un personnage haut en couleur, un ancien parlementaire européen. On le voit ici jouer avec les vidéos. Il adore parler à ses électeurs comme ça. Mais lui, il a compris que les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, eh bien, ils ont un poids économique désormais plus important que l'Italie, le Portugal et l'Espagne réunis et qu'il faut envoyer un ambassadeur sur place. Donc, il a créé ce poste qui existe nulle part ailleurs au monde pour pouvoir anticiper les besoins de ces grosses entreprises. Alors, ce n'est pas totalement désintéressé parce que le Danemark est un
intéressé par les investissements des GAFA sur son territoire. Il a eu droit à plusieurs data centers récemment. Allez, on continuera évidemment à suivre ce dossier de très près avec vous, Guillaume. On parlait de poids économique. On va parler d'un autre marché, tiens, un marché évalué à 2 milliards d'euros pour 2017. l'EdTech, ou les technologies dédiées à l'éducation, ont le vent en poupe. L'une d'elles attire de plus en plus les innovateurs de l'apprentissage. C'est le pair à pair, apprendre les uns des autres et surtout les uns avec les autres. L'éducation peer-to-peer, c'est si simple que ça, Guillaume? Alors, on a vu émerger une entreprise ovni ces 10 dernières années qui s'appelle Chegg. Chegg, c'est une contraction de chicken et egg. Et on résume bien là l'esprit de cette nouvelle éducation, c'est-à-dire qu'on doit faire grandir des talents qui eux-mêmes transmettront ce qu'ils ont appris dans un univers qui bouge en permanence. Alors, cette start-up, qui est dirigée aujourd'hui par Dan Rosenzweig, qui vient des jeux vidéo de Guitar Hero, en fait, elle permet d'acheter, de revendre des livres d'occasion. C'est un peu le Netflix des livres d'éducation, mais également d'avoir droit à des tuteurs en permanence, 24 heures sur 24. Et c'est un peu un savoir à la carte où des personnes expérimentées peuvent partager leur savoir. On a le même état d'esprit avec l'initiative Lion, qui nous vient de The Family à Paris, et un tout petit peu aussi chez cartable.fr. Là, on apprend en permanence, y compris de personnes plus expérimentées. Mais est-ce que le pouvoir du peer-to-peer est sans limite, surtout en matière d'éducation? Alors, ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'on a accès au savoir en permanence de n'importe quelle plateforme, de son mobile par exemple, et on aura peut-être le droit plus tard de parler à des machines. C'est ce sur quoi travaillent les prospectivistes, des réseaux neuronaux qui répondront à vos questions en permanence. Mais on n'en est pas là, et les vraies réserves aujourd'hui, ça concerne l'absence de diplôme qui caractérise certaines de ces startups, et puis également le coût qui peut être assez élevé lorsqu'on peut parler à des vrais spécialistes. Et là, on a une réponse originale de Nicolas Sadirac de l'école 42 à Paris qui explique que ceux qui ont le mieux réussi devront eux-mêmes participer au financement des nouvelles plateformes, en fait un peu du financement lui aussi peer-to-peer. Je ne l'aurais pas mieux dit. Bon allez, on va laisser vos réseaux neuronaux au repos le temps de Thèse 24 parce que cette fois-ci, on va projeter tout type d'image sur tout type d'écran. Je ne vous en dis pas plus. Et cette semaine, on vous offre avec Guillaume une projection privée. Mais vous allez voir avec plusieurs écrans différents. D'abord, les miroirs deviennent notre nouveau écran au quotidien. Jusque-là, c'est relativement simple, sauf que celui-ci est totalement connecté. Oui, en fait, il est connecté grâce à des capteurs qui sont situés sur le côté, en fait, dans cette partie, dans ce support en bois. Et en fait, vous allez pouvoir lancer énormément de choses que vous avez envie de faire lorsque vous sortez de la douche, par exemple. Mais faites ce que vous voulez quand vous sortez de la douche, Guillaume. Voilà, je vais tout vous dire. Donc, écoutez la radio, lancez une vidéo, par exemple. Il y a même quelque chose que j'adore. C'est un chronomètre qui vous lance un défi pour bien vous laver les dents. Ça peut être sympa pour toute la famille. Vous l'avez réussi la dernière fois ou je vais réessayer. Je peux faire un peu mieux. Alors, en fait, c'est une innovation qui s'appelle Echo. Ça vient d'une entreprise d'Annecy qui s'appelle Milibou. Du Made in France. Et ça, on aime aussi. Autre façon de se projeter. Cette fois-ci, c'est son smartphone qu'on va mettre dans un rétroprojecteur. Là aussi, la mode n'est pas si nouvelle que ça. Mais par contre, on peut trouver des rétroprojecteurs sur le marché maintenant, très bon marché, puisqu'ils sont en carton. Oui, ils sont en carton. Et c'est ça qui est sympa avec cette innovation d'une entreprise qui s'appelle Girotech, qui vient de Torcy, dans la région parisienne. C'est qu'elle a fait, vous vous souvenez des cardboards où l'on glissait son téléphone portable et ça faisait un masque de réalité virtuelle. Et bien là, vous allez projeter, vous allez pouvoir même zoomer à hauteur de x8 toutes les images que vous avez prises sur votre téléphone. Et vous avez juste à le glisser à l'intérieur. Alors, c'est assez sympa, c'est pas très cher. Il y a le petit défaut, en fait, ce qu'il faut peut-être améliorer, c'est que très souvent, lorsque vous mettez votre téléphone, vous êtes à court de batterie. Et c'est ce sur quoi travaille toujours cette petite entreprise grâce à ce prototype. Alors là, vous allez pouvoir brancher de l'USB, mais également de la HDMI, donc d'autres contenus. Et puis surtout, ça va vous permettre de recharger votre téléphone grâce à une clé USB. On attend peut-être de pouvoir regarder les fameuses diapositives qu'on aimait bien il y a très longtemps. Et oui, le problème, c'est toujours la source d'électricité. Allez, on parle dans notre projecteur laser cette fois-ci. On avait parlé il y a quelques semaines sur ce plateau des rétroprojecteurs qui permettaient d'imprimer ou de lancer justement un clavier laser sur une table. On peut même parler de clavier de piano cette fois-ci. Oui, alors c'est une boîte américaine, une entreprise américaine qui s'appelle Aikibo, qui s'est lancée sur Kickstarter et qui a un degré de précision assez impressionnant. En plus, on peut projeter plusieurs alphabets différents, donc ça nous a beaucoup plu. Là, l'appareil fait également office de chargeur de téléphone. Encore une fois, on y revient. Allez, dernière façon de se projeter,
Un bracelet connecté qui va vous permettre de voir l'intégralité du contenu de votre smartphone sur votre bras. Voilà, alors là, il faut vraiment avoir que ça à faire. J'ai envie de dire d'être par exemple dans les transports en commun. Alors ça s'appelle Secret, c'est relié en Bluetooth à votre téléphone et on va pouvoir s'amuser parce qu'on n'a pas toujours les espaces pour projeter grâce à ces picoprojecteurs. Et là, on va pouvoir projeter par exemple ses photos de vacances sur son bras. Peut-être que ça marchera mieux que les tatouages. On va faire les essais cet été, Marjorie. Guillaume Gralet ou la projection de soi. C'est beau ce que vous dites là. Merci infiniment Guillaume encore une fois pour toutes ces informations cette semaine et puis pour toutes ces technologies à tester en plateau. Vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Tech24 à la fin de vos messages pour pouvoir commenter ensemble l'actualité numérique évidemment. Et on se retrouve très vite en plateau.